me présente, je suis Marion Clavry, je travaille à l'IFV, je suis basée à Orange sur le site de l'Institut Rodinien, dans le Vaucluse. Et merci à vous de votre participation à ce webinaire qu'on va réaliser un peu à deux voix, avec aussi Elodie Ekman de la Chambre d'agriculture du Gard et puis Caroline Leroux de la cave Vinescence dans le Beaujolais qui a eu la gentillesse de bien vouloir participer aussi pour apporter un témoignage en fin de webinaire. Donc, on est ensemble pour une petite heure avec un peu de temps pour les questions à la fin. Donc, on va parler de bas rendement et plus précisément, on va vous présenter la méthode qui a été travaillée dans le cadre d'un projet du plan dépérissement qui s'appelle le projet Longue Vie. Une méthode de diagnostic des causes des bas rendements pour un secteur ou une structure qui aurait diagnostiqué ce problème et qui souhaiterait réaliser un diagnostic avant de se lancer dans des solutions pour regagner les rendements. Donc, le webinaire, on l'a organisé en 3 parties, pas forcément égales en quantité, enfin en temps. La première partie, je vais vous montrer les résultats du travail qu'on a fait dans le projet Longue Vie, en fait, donner un aperçu de la méthode, de ce qui a été fait, des outils sur lesquels on peut travailler. Et puis, on fera quand même un zoom sur quelques causes de bas rendement. Donc, le but, comme vous le voyez, c'est quand même de parler de cette méthode. Ce n'est pas d'inventorier les causes de bas rendement en les prenant une par une. Ce n'est pas ça l'objectif. Je pense qu'en plus, elles sont connues et voilà, ce n'est pas là-dessus que je pense que l'important y est. Donc, on reviendra quand même sur quelques causes de bas rendement qui nous a semblé important de souligner. Dans une deuxième partie, on vous présentera un exemple de diagnostic sur, en fait, un exemple de résultat de diagnostic, pardon, et on l'articulera par rapport à la conséquence en termes de plan d'action qui peut être proposé pour une cave en lien avec ce diagnostic, pour que vous voyez un peu à quoi ça peut servir dans la pratique. Et puis, on terminera en particulier pour s'il y a des personnes intéressées qui souhaiteraient réaliser le diagnostic, vous apporter quelques éléments de démarche, les étapes, le chiffrage du temps, les structures qui sont principalement visées, enfin, ou du moins les plus à même de conduire ce genre de diagnostic. Et c'est là que je passerai la parole à Caroline Leroux pour le témoignage. Et puis, je vous apporterai aussi le témoignage de 2 autres caves qui étaient partenaires du projet, mais qui n'a pas pu témoigner ce soir. Donc, je tâcherai de me faire son porte-parole sur les points qui lui a paru intéressants. Bon, on démarre tout de suite. Donc, déjà, juste rapidement, le projet Longue Vie, c'est un projet qui a démarré au plan dépérissement en 2017. 4 actions, donc pas que l'action sur les bas rendements, mais ce soir, on va parler de l'action 1, DIAG. Donc, mais sachez qu'il y a d'autres choses. Vous aurez des infos au fur et à mesure sur les résultats sur le site du plan dépérissement. Donc, c'est un projet qui était, parce qu'il est terminé en 2020, national, avec divers partenaires, diverses régions impliquées. Et puis, pour l'action qui nous intéresse ce soir, donc le diagnostic des bas rendements, on était le plus souvent en binôme, en fait, IFV, Chambre d'agriculture. Donc, vous voyez une bonne forte représentation, en fait, de différentes chambres d'agriculture locales et de différentes régions IFV également. Alors, le contexte, le point de départ de cette démarche de travail sur le diagnostic, il est assez évident. C'est le constat dans un certain nombre d'années que de plus en plus de régions ont des difficultés à atteindre régulièrement les rendements autorisés. Donc là, j'ai mis 4 exemples de régions partenaires du projet, diverses et variées. Hein, vous voyez, il y a du sud, il y a de l'ouest, il y a vraiment différentes régions. Et en fait, on s'aperçoit que de manière récurrente, on n'arrive pas à atteindre les rendements moyens visés. Et même pour les régions où ils ont la chance d'avoir un historique de données de rendement, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions, on pourrait presque même parler de baisse des rendements. Donc, la flèche jaune, hein, par exemple, pour les données de Cognac, mais également dans le Saumurois, là, on peut s'interroger. Donc, partant de ce constat-là, qui est également un des points de départ du plan dépérissement, hein, il y a déjà plusieurs années, l'idée, c'était de se dire, pour regagner des rendements, est-ce que la solution, ça ne pourrait pas être de cibler les meilleures solutions, entre guillemets, celles qui seraient adaptées aux causes, c'est-à-dire dans le cas, le secteur, le cépage, enfin bref, dans la situation où on fait ce constat-là. Donc, l'objectif du projet était assez simple, en fait, c'était d'élaborer une méthode de diagnostic qui soit, si possible, simple et terrain,
pour quantifier et hiérarchiser les principales causes qu'on rencontre dans une situation de bas rendement donné. Le projet Longue Vie a été l'occasion de tester cette méthode de diagnostic. Alors, on a choisi de travailler le diagnostic par étapes. On aurait pu faire une enquête avec tous les facteurs liés à des bas rendements possibles. C'est pas ce qu'on a choisi de faire. On a essayé de sérier un peu les questions. Donc, le dépérissement, vous le savez, c'est tout ce qui concourt à de la mortalité et des bas rendements récurrents. Et donc, on s'est intéressé aux facteurs de bas rendement d'abord à l'hectare, donc ceux qui jouent sur le nombre de structures en production, le nombre de cèpes, le nombre de bras, le nombre d'yeux. Ensuite, les facteurs qui vraiment sont liés à l'élaboration du rendement au cep, donc les facteurs, on va dire, peut-être plus agronomiques. Et une fois qu'on a ces facteurs-là, les facteurs qui malheureusement diminuent ce potentiel de rendement, donc les pertes directes de rendement. Donc concrètement, l'ensemble de ces facteurs, on les a déclinés dans un diagnostic qu'on a choisi sur 1 an. C'est important, hein. Ça va avec le côté simple qu'on voulait dans la méthode, donc avec tout ce que ça peut avoir de discutable finalement ou de limitant de faire un diagnostic sur juste une campagne. Et on a aussi voulu qu'il soit sur la vigne. Donc ce diagnostic est vraiment fait sur la plante, non pas sur les pratiques culturelles, pas sur les facteurs parcellaires ou du milieu. Donc ce diagnostic, on le déroule d'avril à la récolte sur une saison. Il commence par les notations manquant improductifs et chargeant bourgeon à la taille en même temps. Et puis ensuite, quand la saison avance, on a tout ce qui est alimentation hydrique, alimentation azotée, alimentation minérale, entretien du sol, maladies de dépérissement. On a surtout travaillé sur les maladies du bois et de courloué, les maladies annuelles, mildiou, idiome tordeuse essentiellement, les accidents climatiques éventuels. On en a eu un petit peu de gel en 2017 sur certains réseaux, un petit peu de grêle aussi des fois, la coulure. Et puis, ce suivi terrain se termine par la collecte des informations de rendement parcellaire, qui est l'information finale sur laquelle on fait bien sûr le diagnostic, donc très important. Ce diagnostic, on le conduit sur des réseaux de parcelles. Comment on a constitué les réseaux? En fait, on a aussi là choisi de partir sur, comme tester la méthode, de partir sur des critères de sélection simples. Donc, on s'est fixé comme règle un cépage unique par réseau, un objectif produit unique. Donc, je veux dire par là un objectif par exemple, cru, IGP, AOP, effervescent, etc. Des conditions pédoclimatiques homogènes, ou du moins les plus homogènes possibles. Par contre, on s'est assuré que dans nos parcelles, on avait des âges variables, donc des vieilles, des jeunes, suffisamment d'exploitants différents pour avoir de la diversité dans les pratiques en amont. Et puis, on a constitué, les parcelles sont constituées sur la base de 4 classes de rendement, des rendements très faibles, des parcelles à parité, hein, donc grosso modo un quart de parcelle à rendement très faible, un quart de parcelle à rendement faible ou limite, un quart de parcelle à l'objectif, et puis le dernier quart sur des parcelles dont le rendement est supérieur à l'objectif. L'idée étant de caractériser justement les facteurs qui caractérisent chaque classe. Voilà. En termes de nombre de parcelles, la démarche démarre avec 100 parcelles pour la partie mort manquant et charge en bourgeon, qui paraissait nécessiter, d'abord, n'est pas très longue, enfin, du moins, ce n'est pas une dénotation très, très longue, et c'est pas mal d'avoir une vision un peu plus large sur ces questions-là. Une fois que les morts manquants et charge en bourgeon sont faits, là, par contre, on ne peut pas faire le diagnostic agronomique sur 100 parcelles, c'est trop lourd. Donc, on sous-sélectionne, on resélectionne un échantillon de 30 parcelles à l'intérieur avec toujours les mêmes objectifs de diversité. Chaque parcelle, elle est approchée par quelque chose, encore une fois, qui se veut simple, c'est-à-dire chaque parcelle est résumée par 30 cèpes, répartis en 5 placettes de 6 cèpes. Voilà, là aussi, on avait un peu des attentes par rapport à est-ce qu'on va arriver à traduire la diversité ou la réalité d'une parcelle avec 30 cèpes et 6 placettes. Ça faisait partie de l'objectif un peu au terrain, on va dire, du protocole. Et donc, ce dispositif, cette méthode, on l'a décliné sur 7 réseaux de tests. Alors, 4 en région méditerranéenne, qui est en fait la région un peu à l'origine du projet. Même avant le plan dépérissement, on avait commencé dans un projet régional à travailler ce diagnostic en 2016. Donc, il y a quand même pas mal de réseaux parce que c'était les régions intéressées au départ. Et puis, nous ont rejoint dans le projet Longue Vie le Beaujolais et 2 réseaux en Val-de-Loire.
Comme vous le voyez là, à chaque fois, on a le diagnostic qui est sur un millésime. Donc, ce millésime, ça peut être 2016 pour le réseau Vaucluse, 2017 ou 2018 pour les autres. Donc, évidemment, avec les particularités liées à ces millésimes, on verra peut-être un peu tout à l'heure. Et puis, vous voyez les cépages, on a le Grenache qui est pas mal représenté, le Gamay, bien sûr, dans le Beaujolais, en Val-de-Loire, le Cabernet Franc et le Chenin. Et dans l'Hérault, on a un réseau IGP en Chardonnay, qui apporte aussi un autre type de produit. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'objectifs, enfin, il y a différents objectifs produits, du cru à l'IGP, justement, en passant par les AOP. Alors, cette diapo est faite pour vous dire, en fait, que des fois que ce ne serait pas visible jusque-là, les réseaux sont quand même pas très grands. Donc ça, c'est un peu la taille des réseaux, plus ou moins à l'échelle les uns par rapport aux autres. Donc vous voyez que, alors nous, notre réseau Vaucluse, celui dont j'ai plus participé, on va dire, il est tout petit. C'était le tout premier. On voulait vraiment tester la méthode. On s'est mis dans des situations, alors 4,5 km². Donc vous imaginez la représentativité qu'on peut avoir. On n'a aucune représentativité, clairement, et le but, ça n'était pas du tout d'être représentatif. C'est ce que je voulais préciser là. Donc, ce sont tous finalement des cas particuliers qui sont représentatifs ni de leur appellation, ni même parfois de la cave coopérative partenaire. Le réseau du Vaucluse, il était à l'échelle infracommunale, pour vous dire. Alors, ce n'est pas le cas du réseau de Saumur ou du réseau de la Drôme, on est environ 10 par 20 km. Donc là, on balaye une taille un peu plus grande. Enfin, le but était de vous dire de ne surtout pas, on pourrait tenter de généraliser les conclusions en disant on a quand même fait 7 réseaux tests. Oui, mais c'est 7 exemples parmi des milliers de réseaux tests en France, dans toutes les régions. Donc, juste pour attirer votre attention là-dessus. Alors, j'en viens aux résultats. Donc, je commence par les résultats sur la méthode. Donc, une fois que le suivi du terrain est fait, à chaque date, en fait, on saisit les données dans un fichier Excel. Et puis, le fichier Excel a été fait pour chacune des causes de bas rendement, en fait, produire un graphique avec des aspects différents. Là, j'ai pris 4 exemples, les manquants en haut, enfin les improductifs en haut, le diagnostic azoté en bas à gauche, les maladies de dépérissement et l'enherbement. Et en fait, quand on peut, autant que possible, on a essayé de donner à ces graphiques des clés d'interprétation avec des seuils, avec une idée de seuil. Et donc, d'un réseau à l'autre, ces graphiques sont automatiques, c'est ça l'intérêt. Dans ce fichier Excel-là, on a une autre façon d'interpréter, toujours très simplement, on va dire, à l'œil nu, on va dire, les données. Donc là, on retrouve un tableau avec les parcelles en ligne, les différentes causes de bas rendement qui ont été contrôlées en colonne. La toute dernière colonne, enfin l'avant-dernière étant le rendement en équivalent hectolitre-hectare, donc poids par cep, etc., traduit en équivalent hectolitre. Et puis, l'intérêt de ce tableau, en fait, c'était le code couleur qu'on apporte sur chacun des facteurs de bas rendement, du vert, tout va bien, au plus foncé, facteur très limitant, de manière à avoir en un coup d'œil, donc là, les parcelles sont rangées par rendement croissant, hein, on va dire, de moins productive à la plus productive, et on voit assez bien, normalement, les facteurs qui se dégagent comme étant limitants fréquents. Donc voilà, j'ai entouré ça en bas. Donc, ça permet d'avoir une idée de la fréquence. Et puis, si on compte le nombre de fois où par parcelle on a du rouge foncé, par exemple, on peut avoir une première idée du cumul de facteurs limitants par parcelle. Donc, dans le fichier, on avait aussi travaillé des graphiques de ce style-là, où on commence à avoir une idée des corrélations individuelles des différents facteurs avec le rendement, les différentes classes de rendement, qui là sont représentées en couleur. Donc, en guise de conclusion de ces 7 réseaux tests, ce que ça nous avait apporté sur la méthode, bon, c'était le fait qu'il était possible de faire un diagnostic simple et de terrain, qu'on a d'ailleurs toiletté hein, à la fin du projet. On s'est retrouvés ensemble entre techniciens pour vraiment dire qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qu'on peut alléger dans le suivi de terrain. Moyennant qu'en amont du diagnostic, la structure intéressée ait fait une première analyse du problème, au moins le cépage sur lequel elle veut travailler, le type de produit. C'est aussi très intéressant quand la structure a une idée des niveaux de rendement à la parcelle, parce que ça permet d'aller plus vite pour la sélection de l'échantillon de parcelle. Et puis, donc aussi qu'on avait un diagnostic sur la plante,
Donc, qui dit, je sais pas, contrainte hydrique sur la plante ou contrainte azotée, suggère pas mal de questions. Est-ce que c'est lié à la fertile? Est-ce que c'est lié à la sécheresse du sol? Est-ce que voilà, donc peut-être une phase aussi utile après ce diagnostic pour remonter aux pratiques culturelles. Alors ça, c'était sur la partie méthode. Sur les causes de bas rendement, donc je ne veux pas être trop longue parce que finalement, ce n'est pas non plus le sujet principal de ce webinaire, mais sur les causes de bas rendement, et toujours sans vouloir, sans aucune volonté de généraliser quoi que ce soit, parce que les résultats sont de façon très variable d'un réseau à l'autre, hein, mais on voulait quand même redonner quelques points de vigilance qui nous ont interpellés sur ces 3 ans de travail. Donc le premier point de vigilance, je pense qu'il tient à cœur à peu près sur les 7 responsables de réseau, c'est le Cournouet. Dans le sens, alors pas que le Cournouet soit comment dire, dramatiquement important partout sur l'ensemble des 7 réseaux, ce n'est pas le cas, c'est différent selon les réseaux, selon les secteurs, selon le cépage, mais par contre, là, le point commun, c'est que tous les réseaux ont été surpris à la hausse. Alors, je ne sais pas comment le traduire de manière plus correcte, mais finalement, tout le monde s'attendait à avoir moins de Cournouet que ce que le diagnostic a fait ressortir. Même sur un réseau, il n'y en avait pas beaucoup. Vous croyez toujours en avoir moins. Donc ça, c'est un point qui a fini par nous interpeller et nous dire, bon, les gens qui travaillent sur le Cournouet le savent, hein, mais pour autant, c'est quand même un point intéressant à mentionner. Intéressez-vous au Cournouet, même si vous en avez pas, même si c'est pas un facteur de bas rendement principal, je pense que c'est quand même intéressant de le savoir, à minima. D'ailleurs, il y a différents projets sur le Cournouet qui ont démarré en 2019, qui sont financés par le plan dépérissement. Donc, je ne reste pas plus longtemps là-dessus. Donc, les réseaux ont été très différemment attaqués. Le Cournouet était très différemment présent entre les réseaux. Donc là, on a l'exemple d'un réseau qui était très atteint, un autre moins atteint. Alors, la présence de Cournouet qu'on a noté sous forme en s'aidant des notations visuelles et de tests ELISA de confirmation, ne nous donne pas forcément l'admissibilité. C'est une info, mais ça, voilà. En fait, on a complété ça de notations de coulure sur le réseau. Alors, la coulure n'étant pas uniquement liée au Cournouet, hein, évidemment. D'ailleurs, on a eu le cas en 2017 sur au moins un réseau, celui de la Drôme, où on a eu de la coulure même sur des parcelles non Cournouet. Donc, la coulure était notée sous forme de notes de 0 à 3, qui décrivent un peu tous les niveaux de fermeture ou de non-fermeture de la grappe. Et là, vous voyez les résultats. Donc, c'est la note moyenne de coulure. Plus on est haut et plus c'est coulé, évidemment. Et au-dessus de chaque réseau, j'ai rappelé le niveau de présence du Cournouet sur le réseau. Donc, on voit bien que les réseaux très Cournouet ont quand même plus de coulure, mais on a quand même un vrai effet millésime. Donc, si vous regardez les 2 premiers, par exemple, c'est le réseau Vaucluse qui a été suivi en 2016, mais qu'on a renoté en 2017, donc année de forte coulure, en particulier sur Grenache, qui est un cépage coulard. Et on voit bien qu'à un niveau d'atteinte équivalent, c'est le même réseau, l'année 2017, il y a quasiment 2 fois plus de coulures sur ce réseau. Même chose intéressante, des réseaux qui semblent atteints. Donc, je regarde là le réseau du Beaujolais, par exemple, qui a été jugé comme avec une présence de Cournouet importante. La coulure ne traduit pas ce niveau-là important. Donc, voilà, on le sait, hein, les deux sont utiles à vérifier, pas juste des tests ELISA. Également, regardez la visibilité, l'impact. Autre zoom que je voulais faire, je ne sais pas, j'espère que je suis dans les temps, que je ne suis pas trop longue. On voulait faire un zoom sur l'enherbement. Donc, l'enherbement, là aussi, est noté de manière assez simple. À chaque visite dans la parcelle, le notateur note la présence d'herbe, le niveau d'herbe dans l'interrang et sous le rang. Donc, sous forme de classes qui vont de l'absence totale, 0, à un couvert quasi continu, la note 3. Et donc, à la fin de l'année, on peut faire la moyenne de tout ça et ça nous donne un peu une sorte de type de parcelle. Donc là, j'ai mis 3 photos qui traduisent 3 niveaux bien distincts. Un niveau quasi sans herbe, à gauche, à moins de 1 en note. Un niveau entre 1 et 1,5 avec, par exemple, là, en l'occurrence, un interrang enherbé volontairement sur 2 et tout le reste propre. Et puis à droite, une vigne enherbée qui est un couvert quasi continu, dès qu'on est à plus de 2. Donc tout ça pour vous montrer ça. Donc là, c'est l'exemple du réseau de Saumur qui a été suivi en 2018. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'en fait, l'ODG Saumur, le cahier des charges de l'ODG Saumur présente la particularité d'imposer l'enherbement. Donc toutes les parcelles sont enherbées, mais à des niveaux variables, qui est certainement lié au choix parfois du vigneron. Mais en tout cas, voilà, on a une bonne gamme de variabilité au sein des parcelles de ce réseau, donc des notes d'enherbement assez basses,
aux notes d'enherbement les plus faibles qui traduisent quand même un enherbement important. Et si on corrèle ça, enfin, si on relie ça aux différentes classes de rendement qu'on avait sur le réseau, donc là, on était en 2018, donc année faste pour le rendement, en particulier sur ce réseau-là. Mais quand même, ça permet de voir qu'on a des parcelles où l'herbe est concurrentielle, et probablement trop concurrentielle, des parcelles où l'herbe est indispensable. Donc, dans la catégorie de droite, on a des rendements supérieurs très supérieurs à l'objectif. Presque même ces parcelles-là pourraient s'interroger à augmenter leur niveau d'enherbement. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'il nous a semblé, dans l'ensemble, on a tous partagé la nécessité d'un diagnostic à la parcelle de l'enherbement et l'impossibilité de répondre de manière blanc ou noir à l'utilité de l'herbe. Donc, l'herbe, elle se raisonne à la parcelle et dans le temps et dans l'espace. Donc, et ce diagnostic, même à l'échelle d'un réseau, la même année, il faut l'avoir. Voilà. Donc, en conclusion, je ne reviens pas, j'aurais pu aussi vous parler de manquants et improductifs, mais je pense qu'il ne faut pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il y a encore, l'heure tourne. Donc, sur les causes de bas rendement, comme je vous disais, donc Cournouet, herbe, cep improductif. Donc, ça aussi, il faut être vigilant parce que c'est une perte sèche de rendement. J'en dis pas plus. Si vous avez des questions, on pourra y revenir éventuellement. Juste peut-être rajouter aussi dans ce diagnostic, comme vous l'avez vu, on parle beaucoup de facteurs limitants. Mais on n'a pas beaucoup parlé du potentiel de rendement initial sur lequel agissent finalement les différents facteurs limitants. Et pourtant, ça, on l'a vu. On a vu qu'il était aussi très important de bien caractériser le potentiel de rendement du départ. Et en fait, vous allez le voir plus précisément avec l'exemple qu'on va prendre après. Et puis, un autre point important quand même à signaler, que vous êtes peut-être dit, la part du climat est sous-estimée dans cette démarche, parce que vu qu'on fait un diagnostic, c'est une espèce de photographie à un instant T sur une année, tout le côté interannuel, en particulier lié au changement climatique ou même l'effet interannuel du climat sur le rendement ne se voit pas et est sous-estimé. Donc, il faut garder présent à l'esprit que la partie climat, ce réseau n'est pas vraiment fait. Il y aurait besoin de projets, d'ailleurs il y en a, des projets complémentaires qui permettraient de regarder le lien entre climat et rendement, et bas rendement. Alors pour autant, je voulais juste faire un petit focus sur cette diapo-là que m'a prêté mon collègue Jean-Yves Cahurel du Beaujolais, qui suivait un des réseaux longue vie dans le Beaujolais. En fait, dans le Beaujolais, ils ont la chance d'avoir un suivi de delta C13 depuis l'année 2005. Donc, le delta C13, c'est un indicateur analytique qui se prend à la récolte, en fait, sur moût, et qui permet, à l'aide de grilles d'interprétation, là aussi, comme vous voyez, là, de seuils d'interprétation, d'avoir une idée de la contrainte hydrique tardive, donc pendant la maturation. Et dans cette région, ils ont la chance d'avoir un assez bon recul. Et donc là, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est pas parce que j'ai pas fait de zoom, on n'a pas fait de focus sur la contrainte hydrique qu'il faut pas garder présent à l'esprit que justement, on a peut-être avec le changement climatique un nombre important une fréquence plus importante d'années sèches. Donc là, c'est ce que peut-être suggère la courbe. Il faut rester prudent, mais quand même, voilà, il y a quand même les réseaux qui sont suivis dans le Beaujolais le suggèrent. Et puis, vous voyez, le réseau longue vie, c'est la croix violette qui est là. Donc, il a été suivi en 2017 et on avait une moyenne de réseau dans la zone du déficit modéré, ce qui signifie qu'il y avait des parcelles en dessus et des parcelles en dessous. Donc, la contrainte hydrique était quand même quelque chose qui est ressorti dans le réseau Beaujolais. Donc, je ne passe pas plus longtemps sur les points techniques. J'en viens à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais vous donner en 2-3 diapos le résultat d'un diagnostic qui a été conduit sur l'un de ces 7 réseaux tests, de manière à pouvoir passer la parole à Élodie ensuite, qui, elle, va vous montrer comment, donc elle et puis le collègue, son prédécesseur à la Chambre d'agriculture, avaient traduit ça en plan d'action et avaient proposé ça à la cave coopérative qui était partenaire du projet. Donc, pour vous donner un aperçu du diagnostic, donc c'est un réseau qui était suivi dans le Gard en 2018. Donc là encore avec particularité de l'année 2018, le mildiou, l'herbe, etc. Un réseau en grenache avec un objectif de production AOP, donc un rendement à la parcelle visé 50-60 hectolitres hectares. Un réseau moyennement étendu à l'échelle d'une commune, de quelques kilomètres par quelques kilomètres, et qui présentait la particularité fort intéressante pour l'étude d'avoir 2 types de potentiels terrain bien tranchés sur cette petite zone. Donc avec à la fois des coteaux peu fertiles et puis des sols plus profonds.
Alors, le diagnostic, là je vais très vite sur les résultats ultimes, on va dire. Le diagnostic a fait apparaître 4 types de facteurs principaux. Donc, pourquoi principaux? Parce que fréquents et impactants. Donc, le cournoyer et la coulure sur un grand nombre de parcelles. Les manquants et cèpes improductifs. L'herbe, également, qui concernait beaucoup de parcelles. Alors, jusqu'où c'est lié à l'année, probablement, aussi. Et puis le mildiou, qui là était vraiment clairement lié à l'année. L'année 2018, on avait des attaques nettement plus fortes que d'habitude, donc qui a aussi été préjudiciable dans un certain nombre de parcelles. Et puis des facteurs secondaires, moins fréquents, mais ponctuellement impactants. Donc là, on a identifié la charge en bourgeon. Alors là, ce n'était pas le facteur principal, on va dire dans l'ensemble, elle était plutôt correcte. La contrainte hydrique, bon, malheureusement, en 2018, je ne pense pas que ce soit l'année idéale pour juger de la contrainte hydrique, mais on en a eu un peu quand même en 2018, la carence en potasse et les maladies du bois, donc dans quand même un certain nombre de parcelles. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces parcelles sont différemment affectées. C'est-à-dire certaines parcelles peuvent cumuler plusieurs facteurs limitants, jusqu'à 5, 6, 7 facteurs limitants par parcelle, ce qui contribue à créer évidemment le bas rendement, ou le rendement encore plus bas. Alors, une autre façon de le représenter, c'était sous forme d'arbre. Donc, c'est un arbre qui permet, en fait, qui traduit la lecture de la diversité des 30 parcelles de ce réseau-là. Donc, le premier critère de séparation ou des descriptions du réseau, c'était donc le potentiel du terrain, très clairement, avec sur les coteaux peu fertiles un rendement qui... Alors, regardez, le rendement, c'est un ordre de grandeur, c'est juste pour fixer les idées, c'est un équivalent hectolitre-hectare. Ne le prenez pas au pied de la lettre. C'est un objectif, on va dire, de rendement 10 à 60 hectos sur la partie faible. Si sur ces parcelles-là, on constatait du cournoyer à un niveau fort, du mildiou à un niveau fort ou de l'herbe à un niveau fort, à chaque fois, le rendement était très faible. Si ce n'était pas le cas et qu'on pouvait avoir certains de ces facteurs à un niveau modéré, eh ben, le résultat en termes de rendement dépendait du cumul de ces facteurs sur ces parcelles. On peut atteindre le rendement sur ces terrains un peu maigres si le cumul de ces facteurs limitants est faible. Sur le lot des parcelles à sol plus profond, là, le premier critère de description, c'est le cournoyer. Si on a peu ou pas de cournoyer, en 2018, on atteignait le rendement et même au-dessus. C'est les parcelles d'ailleurs qui étaient généralement enherbées. Elles étaient fortement enherbées, mais elles n'avaient pas l'air d'en souffrir, ou du moins ça aurait été certainement encore plus élevé s'il n'y avait pas eu d'herbe. Donc c'est indispensable d'avoir de l'herbe sur ces parcelles. S'il y a présence de cournoyer, le résultat va là aussi dépendre de la présence des autres facteurs. Donc herbe, mildiou, manquant. Si on a un cumul, on peut ne pas atteindre le rendement sur ces parcelles-là, même en 2018. Et sinon, on atteint le rendement. Donc, une fois que vous avez un peu cet exemple-là en tête, je passe la parole à Élodie et je te fais tourner tes diapos pour la partie plan d'action. Merci Marion. Je vais commencer par me présenter. Donc Élodie Ekman, moi je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture du Gard. Et donc dans les quelques diapos qui suivent, je vais tâcher de vous présenter le plan d'action pour la cave en question, enfin qui concerne en particulier la cave du Gard que nous avions suivi, et d'après le plan d'action qui avait été proposé par mon collègue qui avait travaillé sur le sujet, Bernard Genevet. Donc ce plan d'action, en fait, d'abord je vais commencer par dire qu'en fait c'est pas, je vais pas vous donner une solution qui permettra de résoudre le problème des bas rendements, mais plutôt des angles d'attaque à exploiter. Et donc voilà, je vais vous présenter 4 axes de réflexion que j'ai positionnés selon un ordre de priorité, après qui est discutable, mais qui tient compte en fait d'une part de leur intérêt vis-à-vis de la reconquête des bas rendements, bien sûr, mais aussi de la faisabilité technique par le producteur ou la cave. Donc dans un premier temps, si on discute un peu de la piste du nombre de plants hectares, puisque pour rappel, sur cette cave-là, sur ce diagnostic, nous avions une moyenne de 17% de manquants et improductifs. Et l'objectif aurait été de se rapprocher des 4000 pieds hectares productifs pour atteindre le rendement. Et la grosse question souvent qui se pose, c'est est-ce que j'arrache ou est-ce que je complante pour compenser
ce défaut de souche productive. Et là, j'ai pas de réponse, il n'y a pas de réponse toute faite, puisqu'en fait, ça dépend de divers éléments à prendre en compte. D'une part, l'origine de la mortalité, puisque mettons sur une parcelle à fort taux de cournouée, on sera moins enclin à complanter, par exemple. Le pourcentage de manquant initial de la parcelle avec un seuil à définir entre, voilà, un seuil qui nous fait basculer entre la complantation et l'arrachage, et les données économiques, bien sûr, sur la valorisation de la production à prendre en compte. Et là, sur ce point-là, on a un réel besoin d'outils d'aide à la décision pour, dans chaque configuration, savoir quand est-ce qu'on bascule entre arrachage et complantation avec ces différents éléments. La piste des maladies du bois. Alors, les maladies du bois, finalement, ça rentrait pas dans les facteurs que Marion vous a présentés comme les plus fréquents, les plus impactants, puisqu'en fait, de prime abord, on voit que a priori, l'impact direct sur le rendement est assez faible, mais on peut penser que son impact via la mortalité et donc sur les rendements est non négligeable. Techniquement, il n'y a pas de solution à court terme sur les maladies du bois, avec des pistes en cours et différents projets en cours qui creusent le sujet. Mais une piste sur une potentielle limitation des maladies du bois via la technique de la taille non mutilante et un intérêt notamment sur l'établissement des plantiers. Et là, on a un intérêt pour la cave sur l'apport collectif de la cave, sur l'organisation peut-être d'une formation collective sur le sujet. Si on passe sur les itinéraires culturaux et dans un premier temps sur l'impact important de l'herbe, comme l'avait souligné Marion, alors on peut juger déjà dans un premier temps que la gestion sous le rang est primordiale sur toutes les parcelles. Et sur l'interrang, je dirais que ça va dépendre du potentiel initial du terrain, comme l'a souligné Marion. Et sur ce point-là, sur la gestion de l'herbe sur l'interrang et sur l'enherbement, il y a, je pense, un réel apport du collectif et de la cave sur la question de la définition du pourcentage maximal de surface enherbée qui est soutenable en fonction du potentiel de terrain. Alors au niveau maladies ravageurs, c'est vrai que comme c'était le millésime 2018, il y avait un réel impact du mildiou, voilà, qui est caractéristique de ce millésime. Et sur ce point-là, également, un apport intéressant du collectif via peut-être un suivi technique par des instituts techniques. La charge en nœud, a priori, finalement, est satisfaisante, voire même généreuse, et qui n'a pas un impact sur le rendement. Et la fertilisation, donc azotée notamment, mais pas que, peut avoir un impact, mais qui reste, qui a sans doute peu d'effet, sauf peut-être si on pense à un impact sur le cournoué qui est à l'étude sur différents projets. Et donc en fait, je vais finir par le cournoué qui est finalement pas le plus faible facteur, mais qui est finalement celui sur lequel les vignerons et la cave peuvent peut-être le moins influer aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de vraie solution technique, mais plutôt quelques leviers pour freiner sa propagation. On pense dans un premier temps à la dévitalisation, au repos du sol, qu'on conseille le plus possible, dans la mesure du possible, et des pistes sur des couverts végétaux nématicides. Et ces deux derniers points sont repris dans un projet que chapeaute notamment Marion sur donc le projet Jacinthe. Sur ce point-là, je pense un réel apport de la cave, du collectif, sur d'une part peut-être l'organisation de formations sur la reconnaissance des symptômes, et pourquoi pas l'organisation de tests ELISA, soit avant arrachage, pour avoir une idée du repos du sol nécessaire et de l'état initial du terrain, et également pour valider l'intérêt d'une complantation.
Et je terminerai sur une réflexion peut-être un peu plus large sur la restructuration, où il y aurait peut-être une réflexion collective, mais là, quand je parle collectif, c'est vraiment beaucoup plus large qu'au niveau cave sur l'intégration du repos du sol sur la restructuration, même si pour le moment, vous n'avez pas vraiment la main sur les différentes étapes. Merci, Je te Elodie. repasse la parole. Oui, tu avais fini, hein. C'est bien ça, parce que je reconnais ma Ouais. diapo. Donc, alors, merci justement pour la partie plan d'action. J'espère que pour vous, c'est un peu plus clair de à quoi peut servir le diagnostic et comment il peut être traduit. C'est qu'un exemple, hein. On a voulu juste vous présenter un exemple. Les autres diagnostics auraient donné lieu évidemment à d'autres plans d'action. Alors, pour terminer le webinaire, je regarde l'heure. Donc, quelques éléments un peu plus concrets. Si parmi vous, il y avait des structures intéressées pour mettre en place ce diagnostic, que vous ayez un peu des idées. Donc, les utilisateurs cibles de la méthode, vous nous avez entendu parler de CAF coopérative, c'est parce qu'en fait, ce sont des structures de cette taille-là, en fait, qui paraissent adaptées à cette méthode-là. Donc, CAF coopérative, négoce ou grosses exploitations. Trop petit égale on perd l'intérêt d'un réseau, trop gros égale on a du mal à être représentatif de dizaines de milliers d'hectares, par exemple. Donc ça pose d'autres questions qu'on n'a pas travaillées dans le projet. Par contre, à l'échelle de 500, 1000, 2000 hectares, c'est peut-être adapté. Donc voilà pour les utilisateurs cibles. L'organisation idéale pour conduire cette démarche, en fait, c'est un technicien permanent dans la structure qui peut libérer du temps et éventuellement aider d'un stagiaire, ce qui serait vraiment idéal. Sachant qu'un accompagnement méthodologique est toujours possible par un organisme technique. Donc, dans l'exemple du binôme Chambre d'agriculture IFV, la Chambre d'agriculture peut se positionner plutôt en amont pour vous aider à définir les besoins et surtout en aval pour le plan d'action, l'accompagnement du plan d'action. Nous, l'IFV, on est plutôt sur la partie diagnostic et la partie donc, traitement des données, protocole, aide à la mise en œuvre du diagnostic. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'il y a 5 étapes importantes sur 3 ans. Je ne pense pas qu'on puisse conduire le diagnostic. Si vous partez de zéro, je pense que c'est difficile de le conduire sur moins de 3 ans. Donc, partir de préciser le problème de bas rendement à étudier, si ce n'est pas déjà fait. D'écrire le problème de rendement. S'il y a des données à la parcelle disponibles, essayez d'exploiter ces données-là déjà par un certain nombre de travaux qui peuvent être rapides au bureau. Ensuite, constituer l'échantillon de parcelle pour l'étude. Réaliser le diagnostic sur une campagne, donc année N. Donc, si on a de la chance que le millésime est relativement typique, ça suffit. J'ai mis ponctuellement 2. Si une année comme cette année, malheureusement, les personnes qui avaient prévu de faire un diagnostic, il vaut mieux le différer d'1 an. Voilà. Donc, il ne faut pas que le millésime soit trop atypique. Il faut qu'on puisse généraliser, entre guillemets, les résultats apportés par le millésime. La partie saisie, traitement des données, et puis la partie définition du plan d'action. Donc, voilà un peu les différentes étapes. Sachez que vous avez à la fois sur le site du plan dépérissement, mais également là, en lien avec, comme Caroline vous a dit au début, là, vous pouvez télécharger la fiche qui va vous donner plus d'infos sur cette démarche, qui va mieux vous décrire cette démarche. Le temps qu'il faut prévoir, alors on n'a pas un grand recul, hein. On a le projet longue vie et depuis on n'a pas encore décliné de nouveaux diagnostics suite au projet longue vie, mais il nous semble que pour un réseau de 100 puis 30 parcelles qui ne sont pas trop éloignées les unes des autres, pas plus de 15 minutes on va dire pour vraiment fixer les idées, il ne faut pas prévoir moins que 20 à 30 jours pour la réalisation du diagnostic de terrain, avec des notations parfois seules, parfois à 2, quand c'est vraiment utile d'être à 2. Il faut rajouter quelques jours à 2 si on doit récolter les parcelles, c'est-à-dire si la collecte des informations de rendement à la parcelle se fait par des placettes. Il faut peser les placettes, il faut peser les 37. Donc, il faut rajouter un petit peu de temps. Certaines notations sont plus ou moins expertes. Je veux dire par là qu'on ne peut pas les confier sans formation à un stagiaire ou à quelqu'un qui n'est pas formé. Seulement certaines notations. Et puis, il faut prévoir des volants d'analyse. Donc, il y a des tests ELISA pour confirmer la présence de Cournouet. C'est indispensable. La notation visuelle ne suffit en rien. Et puis, il y a des delta C13 à la récolte, donc, comme je vous disais, pour le diagnostic de la contrainte hydrique tardive. Et bien voilà, suite à ces quelques éléments, je passe la parole à Caroline, donc qui d'une des caves partenaires,
du projet Longue Vie pour qu'elle apporte voilà, son ressenti à la fois sur le suivi, sur la démarche, mais également sur la faisabilité, et puis voilà, ses retours sur ce qui vient d'être dit. Je te passe la parole. Merci Marion. Bonsoir à tous. Donc, j'ai plus justement un ressenti par rapport au réseau Longue Vie que je vais vous apporter. Donc, le travail qui a été réalisé par Jean-Yves Cahurel là, sur la cabinescence a permis quand même de se rendre compte à quel point, pour un vignoble comme le nôtre, où les vignes sont âgées, le cournoué était extrêmement présent, chose qu'on ne voit pas forcément naturellement sur le terrain. Les symptômes sont quelquefois difficiles à identifier. Donc ça, c'est la première chose. Là, c'est vraiment la présence de cette maladie, cette intensité qui peut être importante sur certaines parcelles. Après, par rapport à ce réseau, donc ça a permis aussi de pouvoir avoir un diagnostic complet sur les différents volets. C'est ça l'avantage de la méthode proposée, c'est qu'on peut avoir quelque chose de vraiment complet, aller au fond des choses. Mais moi, je vois aussi ça en tant que technicienne de COP comme une boîte à outils où on a des méthodes qui sont décrites et on peut mettre en œuvre, parce que au sein d'une cave coopérative, il faut identifier les baisses de rendement et tout ça, mais on n'a pas forcément le temps, donc on peut piocher dans ces méthodes on peut faire quelque chose de complet, mais quelque chose de plus allégé, où on va se concentrer sur quelques éléments qu'on est capable de faire en termes de temps et de moyens, en fait. Voilà. Je dirais que le diagnostic qui a été fait par l'IFV a montré aussi, parce qu'on a été plus loin sur les aspects de fertilisation, on s'est rendu compte sur le vignoble que le peu de fertilisation, donc ça permet aussi de se rendre compte d'orienter un peu notre travail de technicien au niveau technique pour pousser les viticulteurs à reprendre la fertilisation. Hein. Ça, c'est souvent... Bon, il y a eu 30 parcelles d'étudier, donc c'est vrai que je reprends souvent les fiches de synthèse qui ont été faites pour appuyer mes conseils techniques auprès des viticulteurs que je rencontre, et puis également la quasi-absence d'amendement, de la reprise d'amendement sur le vignoble. Donc là-dessus, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup d'éléments on a encore en tant que technicien, on a encore beaucoup de travail au niveau du conseil auprès des viticulteurs, et les diagnostics, ce diagnostic complet peut être intéressant à mettre en œuvre. Après, il faut un bémol sur le moyen, parce qu'il y a des notations qui demandent beaucoup de moyens, de temps, et il y a des observations aussi qui demandent à être, même à regard d'expert, il y a des observations qui sont compliquées. Donc, mettre un stagiaire tout seul sur ce type de diagnostic, c'est peut-être un peu compliqué sur certaines observations. Après, juste pour terminer, parce que je ne veux pas mobiliser, il y a un temps qui a été intéressant avec Jean-Yves Cahurel, ça a été de refaire un retour auprès des viticulteurs de ces diagnostics, et les viticulteurs de la cave ont énormément apprécié ce temps où on a pu parler de ce diagnostic et des résultats des différentes mesures qui ont été réalisées. Voilà, donc ce temps a été qui a conclu un petit peu cette étude. Ce temps avec les viticulteurs était très important. Voilà, je ne sais pas, Marion, est-ce que tu veux… C'est parfait, c'est parfait. Ça répond à la demande. Merci beaucoup de ton témoignage. Justement, que nous, on ne soupçonne pas finalement. C'est la partie qu'on ne voit pas, c'est la partie côté cave.
Donc, on avait un autre, pas vraiment témoignage, mais j'avais aussi discuté avec la technicienne de 2 autres caves qui avait aussi insisté, je vais être très très brève parce que je pense qu'on a des questions, qui avait aussi insisté sur la lourdeur, entre guillemets, de la démarche. Enfin, en tout cas, ça ne lui paraissait pas anodin. Et puis également sur la faisabilité peut-être à plus ou moyen terme de transformer certaines mesures manuelles en mesures avec capteurs, type manquant ou autre, à étudier. Voilà, pour être juste très brève et profiter de son retour aussi. Donc je vous mets, je ne sais pas s'il y a des questions, Caroline, je vous mets en attendant les points à retenir qui sont des redites par rapport à ce qu'on a dit jusque-là. Je vous les laisse sous les yeux. Je ne sais pas si on a. Si, on a quelques questions qui ont été posées, notamment une question sur le Cournoué et une question sur l'enherbement qui me paraissent importantes parce qu'elles complètent bien ce que tu nous as déjà dit. Donc, concernant le Cournoué, on a ton collègue Laurent Audeguin qui te demande si dans les réseaux où tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de Cournoué, est-ce que c'était quelle que soit l'origine du matériel végétal? Est-ce que tu as pu faire un lien entre l'origine du matériel et la présence importante de Cournoué sur certaines parcelles? Alors, je vais lui répondre, peut-être ça ne va pas trop le renseigner, mais comme je le disais à un moment dans la présentation, le but de Longue Vie, c'est de faire un diagnostic plante. C'est vraiment le point zéro. Et derrière, on creuse ou pas le diagnostic. Donc, sur la partie Cournoué, la question que tu poses, Laurent, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on décide de s'attaquer au Cournoué, ben, cette question-là, il faudra se la poser. Et de la même manière que combien il y a eu de repos du sol, d'autres questions qui peuvent expliquer ce qu'on voit sur la vigne. Donc, je ne peux pas te répondre et la réponse est non, on ne l'a pas fait dans Longue Vie. Mais les caves auraient intérêt à se saisir de ces questions si derrière c'est un facteur qu'elles veulent creuser. Okay. Vous pouvez ajouter des choses, Caroline, Élodie, si vous voulez, n'hésitez pas. Si vous voyez quelque chose à dire. Quoi. En tout cas, Laurent te remercie pour la réponse. Il y a une autre question sur l'enherbement, une question qui nous vient de Gaëlle Delorme dans le Jura. Est-ce que la notation de l'enherbement des réseaux a-t-elle été réalisée à un stade précis ou à une date précise? Quand est-ce que tu as noté l'enherbement? Oui, elles sont réalisées, dans Longue Vie, elles étaient réalisées à chaque visite à la parcelle. Donc ça peut aller de, je ne sais pas, 5 dates à 11 dates. Et dans le protocole qu'on diffuse, je pense qu'on va proposer la même chose. Donc comme il y a grosso modo 5 visites, bah, on peut imaginer qu'il y aura au moins 5 dates. Mais il n'y a pas besoin, enfin, ça a montré aussi qu'il n'y avait pas besoin d'avoir 5 dates pour avoir une moyenne assez fiable du niveau d'herbe par rapport aux 11 dates. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pas besoin de faire 11 dates, mais peut-être même 5, c'est trop. Quoi. En y allant au bon moment, on a une bonne idée de la parcelle. Ok, alors on a une autre question qui est arrivée. Merci Marion pour ta réponse. La nouvelle question, elle concerne peut-être plutôt Caroline. Et c'est Marc Fermot qui nous la pose et qui nous demande si on peut généraliser le fait que les fertilisations étaient moins fortes dans un passé récent. Oui, vous m'entendez? Oui. En fait, lorsque je suis arrivée à la cave il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que quand même la fertilisation est très très faible. Là, mon travail un petit peu par rapport à ces bas rendements, c'est que les viticulteurs reprennent une fertilisation plus régulière. Voilà. Il y a 15 ou 20 ans où il y avait beaucoup de fertilisation en Beaujolais, et là, on est vraiment tombé très, très bas. Alors, juste, je voulais ajouter pour ça aussi en outil pour jouer sur la reprise de la fertilisation, le fait de faire le bilan apparent dans la HVE permet de rentrer aussi et d'essayer de les pousser, enfin, de reprendre cette fertilisation, de les pousser à reprendre cette fertilisation qui est un peu oubliée. Voilà. Ok, merci pour ta réponse. J'ai une autre question qui est plutôt, je pense, pour Marion, sur le coût du test ELISA. Tu peux nous le rappeler, Marion? Ou peut-être Élodie? C'est une question piège. C'est une question piège parce que ça dépend du labo. Alors en plus, j'ai même pas tous les labos qui peuvent vous faire les analyses, donc je vois pas l'intérêt que je vous dise le coût de notre coût à nous.
En plus, je ne le maîtrise pas bien. Donc là, honnêtement, rapprochez-vous de votre labo de proximité. Contactez éventuellement le labo IFV si vous souhaitez. Nous, on en fait au Gros du Roi. Hein. Là, presque, j'ai pas envie de vous répondre comme ça dépend peut-être du nombre. Désolée. Alors, on a Laurent Audeguin qui vole à notre secours et qui nous dit que c'est 10 € environ le test ELISA pour le Cournouet. Ok. J'ai une autre question qui concerne les OAD pour piloter les choix de complantation ou de replantation. Est-ce qu'il y a des travaux prévus sur ces OAD? Donc, est-ce qu'il y a des OAD pour prévoir si on complante ou si on replante? Et est-ce que ces OAD-là, ils prendraient notamment en compte la vigilance sur le Cournouet? Je sais pas qui Alors, peut... il y a un super OAD qui a été mis en place par le BIVB. Donc, je ne sais pas d'où, qui pose la question et quelle est son origine, mais en tout cas, voilà, c'est bien de le savoir. Après, ça prend en compte des données économiques du coup de Bourgogne. Et c'est vrai, pour moi, c'est une vraie question et ça mériterait qu'il y ait d'autres, que ce soit décliné sous forme d'autres OAD dans d'autres régions et qui prendra en compte les données économiques d'autres régions. Donc après, des travaux en cours, à ma connaissance, je serais mal placée pour le dire, je sais pas si... Ouais, vas-y, je te laisse compléter. Non, mais c'est pas fini, Elodie. Vas-y, je t'en prie. Oui, alors, il y a des travaux, il y a des choses qui existent déjà. Donc, il y a l'OAD de Bourgogne. Il y a aussi en Charente un autre type d'OAD qui avait été fait pour les vignerons charentais. Et puis, il y a actuellement un projet au plan dépérissement qui travaille sur ces questions-là, qui est le projet Décidep, si je ne me trompe pas, Caroline. Oui, c'est ça. Et après, en fait, dans ces OAD, il peut y avoir quelque chose de très simple. Je pense que l'outil de Bourgogne est vraiment simple et est là pour choisir entre arrachage et plantation. Et on peut, en effet, complexifier après, comparer des itinéraires techniques. Je sais pas moi, mettre en comparaison ça avec du curetage, du recépage dans le cas des maladies du bois, et pourquoi pas, comme le suggère la question, quelque chose en lien avec le Cournouet qui serait vraiment adapté à des parcelles Cournouet. Ça, ce serait quelque chose. Alors aujourd'hui, ce n'est pas avant, à mon avis, 5 ans minimum, le temps de travailler tout ça, et puis le temps d'acquérir les infos qu'il nous faut pour paramétrer ce genre d'outils. Voilà. Mais ça fait partie du projet Décidep, je pense, ça. Et d'autres projets. D'acquérir ces infos régionales. Oui, tout à fait. La question, elle nous venait d'Interloire, apparemment. Donc, voilà, on a répondu avec les outils existants. Ce qui serait bien, c'est d'avancer un outil générique qui, après, pourrait être décliné et adapté à chaque région. Voilà, ça, ce serait ça pourra peut-être être fait, pardon, je t'ai coupé, ça pourra peut-être être dans l'observatoire du plan dépérissement. C'est des outils qui pourront en découler une fois qu'on aura tout bien mis en place et qui pourra bien sûr être, dans ce cas-là, si on a suffisamment de données sur une région, utile région par région. Alors, j'ai plus de questions, mais j'ai un dernier témoignage d'une personne, Olivier Heuillot, qui est formateur en viti en Champagne dans l'Aube et vinificateur dans une COP qui est assez importante. Et il nous dit qu'il remarque depuis longtemps l'impact du Cournouet sur le rendement. Le Cournouet est clairement présent chez eux depuis de nombreuses années et sûrement associé à un vieillissement du vignoble. Mais l'impact sur le rendement est clairement visible. On le voit bien dans cette coopérative. Voilà, c'était pour juste rappeler l'importance du Cournouet sur ses causes de bas rendement.